Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo j'ai décidé de vous parler de l'importation de véhicules. Il y a pas mal de gens qui se posent beaucoup de questions sur importer un véhicule. Est-ce que c'est plus intéressant qu'en France d'acheter son véhicule à l'étranger? Oui mais non. Alors dans cette vidéo, on va traiter vraiment de tout. Donc je vais commencer déjà par vous parler de l'importation de véhicules au Japon. Étant donné que c'est mon cas actuellement, je vais pouvoir vous dire un petit peu si c'est bien ou pas bien. Bon déjà, il faut savoir que si tu importes un véhicule au Japon, c'est que soit tu as trouvé une méga affaire sur une voiture qui sera plus intéressante au Japon en termes de tarifs par rapport à la France ou à l'Europe, soit 90% des cas, c'est que tu veux importer une voiture qui ne s'est vendue que là-bas, comme les Skyline, les Supra, les Chaser et toute une autre papardelle de voitures qui n'ont jamais quitté l'île du Japon. Donc pour acheter une voiture au Japon, c'est pas forcément facile parce que si tu veux faire la démarche toi-même, déjà il faut savoir qu'en tant que particulier français, tu ne peux pas acheter aux enchères au Japon car 90% des voitures se vendent aux enchères au Japon. Et c'est que des contacts soit locaux, soit des gens vraiment qui habitent sur place qui peuvent enchérir dans ce type de vente. Donc tu vas être obligé de faire appel à un importateur. Maintenant, libre à toi de prendre un importateur qui se trouve en France ou un autre qui se trouve en Angleterre, par exemple. Alors, en Angleterre, pourquoi? Ben, c'est très simple. Ils ont le volant du même côté que les Japonais, donc ils sont quand même très calés en la matière dans tout ce qui est import Japon, vu que pour eux, l'homologation, c'est pas grand-chose. Et surtout, voilà, le volant est du bon côté chez eux par rapport à chez nous, donc il y a beaucoup plus de gens qui importent du Japon. Donc les importateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils sont ni plus ni moins que des espèces de mandataires, en gros, qui ont des contacts au Japon, donc du coup qui lancent un ordre d'achat au Japon pour toi, et après du coup qui rapatrient ton véhicule. Sauf que en gros, si tu voudrais le faire toi-même, il faut savoir que quand tu achètes une voiture au Japon, tu as à gérer donc la vente aux enchères, tu peux éventuellement te faire accompagner par quelqu'un, ou tu peux acheter une des rares occasions qui se vendent dans des magasins ou entre particuliers. Donc là, admettons que tu as acheté donc ta voiture, c'est bien, tu es propriétaire de ta voiture au Japon, sauf que maintenant vient le début des emmerdes. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses livrer ton véhicule jusqu'au port de marchandises le plus proche. Moi actuellement, ma voiture est donc à Yokohama, je crois qu'elle a traversé le Japon d'ouest en est pour arriver justement au port de Yokohama. Après, il faut que tu trouves un moyen pour la rapatrier. Est-ce que tu prends le Roro, qui est le ferry en fait, où la voiture n'est pas dans un conteneur, ou alors tu prends un conteneur. Et tout ça a un coût. On parle d'à peu près 2000 $ pour un conteneur, moyenne à peu près 2000-2005. Une fois que ta voiture en fait est sur le bateau, il y a un bon mois et demi, voire plus de livraison. Si tu es passé par un importateur anglais, voire même français, ta voiture arrivera forcément à Shaum Tom Tom, je sais plus trop quoi, le lieu où en gros où les voitures du Japon arrivent en Angleterre. Et quand bien même tu fais venir ta voiture au Havre directement, qui est le port de transit français, et ben t'as pas fini de raquer, hein, parce qu'il faut encore payer donc ta TVA, qui est calculée sur le prix de la voiture. Il faut que tu payes des taxes supplémentaires à hauteur de 10%, il faut que tu payes des frais de débarquement, il faut que tu payes... Tu as toute une papardelle de frais supplémentaires à payer. Donc il faut savoir qu'en gros, une voiture que tu as payée 10 000 $ là-bas, en gros te revient... Allez, on va dire à 15 000, pour voir large, 15 000 € en France. Sauf que t'as pas fini, parce qu'une voiture du Japon qui ne s'est vendue qu'au Japon, il faut encore l'homologuer derrière. Et en moyenne, il faut compter un billet de 3 000-3 500 € pour faire homologuer ta voiture. Sans compter qu'il faut la faire venir d'Angleterre à chez toi, ou du Havre à chez toi. C'est très compliqué de acheter au Japon. Mais bon, il y a des pros qui s'occupent de ça et qui te font des prix packagés où tu n'as rien à faire. Et je recommande vivement de passer par eux, parce que l'import plus l'homologation de toi-même, ouais, tu roules pas avant au moins 2 ans, facile. Alors pour les États-Unis, on va faire simple, c'est quasiment la même chose en fait qu'au Japon, sauf que du coup en fait ta voiture tu l'as fait pas transiter par l'Angleterre puisque ça sert à rien. Les pros te font généralement arriver les voitures soit à Marseille, soit au Havre, et après tu repars dans la même chose, hein. Il y a toute la TVA à payer sur la voiture parce que tu es hors Europe, et donc il y a l'homologation après à faire qui sur certaines américaines peut grimper jusqu'à 5 000 €. Si tu achètes une voiture moderne, bien évidemment comme une Mustang dernière génération, une Dodge Challenger ou quoi, de la taxe malus CO2 qui est imputable à ton véhicule étant donné que c'est une nouvelle immatriculation française, donc plus de 10 ans tu payes ça, plus une toute petite tripotée de taxes aussi concernant la pollution de ta voiture. Après, l'avantage d'importer une voiture au Japon aussi,
c'est que par rapport aux autres pays, tu as 90% de sûr, si tu achètes une voiture qui n'a pas servi de drifteuse ou autre, que ta voiture sera clinique. Ils ont quand même un culte de l'entretien des voitures qui n'a rien à voir avec le nôtre. Les voitures bien entretenues, je parle pas des voitures vraiment qui servent pour le drift, sont généralement dans un état de carrosserie et d'entretien assez intéressant. Mon C63 MG venait du Japon, il a été produit en Allemagne, envoyé au Japon pour une commande personnalisée. J'ai récupéré la voiture après presque 10 ans, la voiture était neuve. Je n'avais pas un pet sur la carrosserie, mais même pas un éclat de gravier. L'intérieur était dans un état irréprochable, les sièges, tout était parfait. Et l'entretien, Tokyo, Mercedes, Tokyo, Mercedes, Tokyo, Mercedes. Rien à dire. Les voitures japonaises sont vraiment incroyables. Et elle était LHD, parce que oui, les Japonais importent souvent des voitures LHD parce qu'ils se disent qu'au moment de la revente, ils auront plus de marge, enfin plus de clients plutôt, avec une voiture LHD qu'avec une voiture RHD. Plus facile à revendre en gros, parce que tu touches l'Europe, les États-Unis et tout le reste. Donc ça, c'est vraiment la particularité du Japon, c'est que la voiture sont vraiment en très bon état. Il y a un petit endroit aussi où je voudrais vous parler sur les imports d'américaines, qui est pas mal. C'est pas l'Amérique justement, c'est Dubaï. À Dubaï, tu as un marché pour les américaines. Si tu vas acheter une Mustang, une Challenger, une Camaro, une Charger ou ce genre de voiture, c'est incroyable. Tu arrives à acheter des voitures là-bas, donc des Mustangs de 2005, le 4 litres 6 V8, à des prix, on va dire, 4 à 5 000 euros. Le prix de la voiture. Tu payes la voiture 4-5 000 euros à peu près. Bon, 4-5 000 euros c'est bien, t'as ta Mustang, mais même principe aux États-Unis qu'au Japon, bateau, TVA, homologation. Mais quand tu vois qu'en France, malheureusement, je dis pas ça pour dénigrer le marché français parce qu'elles sont déjà sur place, mais quand tu vois qu'une 4 litres 6 V8 de 2005 à 2007, tu la négocies à peu près à 20-22 000 euros, avec 100 000 bornes en boîte manuelle, à Dubaï, la même, importée, homologuée, arrivée ici, t'es à 15, 16. Combien? Pas négligeable. Bon après c'est Dubaï, hein. Attention, hein. Il y a souvent des petits trucs bizarres qui sont faits dans les voitures, du tuning un peu de mauvais goût, et il y a toujours la crainte du sable, mais bon, je veux dire, en ville, il n'y a pas de sable, à part si le mec il n'est pas allé faire le goré sur une route en sablé à faire des drifts, la voiture elle est clean aussi, je veux dire. Maintenant on va parler de l'import en Europe. Alors en Europe, par contre, là on est sur complètement différent. C'est-à-dire, tu recherches une voiture, tu as envie d'une BMW série 1 par exemple. Tu vas regarder en France, tu vas les avoir à un certain prix. Forcément, tu vas regarder en Allemagne, en Italie, Belgique, en Suisse, tu vas les trouver beaucoup moins chers. Alors attention, moins cher ne veut pas forcément dire bonne occasion. Si tu achètes ta série 1 en Allemagne, dans l'échelle de la safitude, au plus haut, tu l'achètes chez BM. Comme ça, tu as le sans emmerde et tu as une garantie qui peut être gérée en Europe. Ça, c'est pas mal. Deuxième étape de la safitude, tu l'achètes chez un pro. Mais pas le petit pro voilà, de la rue qui a 4 voitures en occasion et qui a ta série 1 en tête d'affiche, tu vois. Non, non, ça évite. Le pro qui a 100 évaluations sur les sites internet, qui brasse de la bagnole, quoi. Ça, en général, c'est safe. Et troisième étape dans la safitude, le particulier. Fais très attention aux particuliers. Je dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais de mon expérience, les particuliers cachent les défauts, forcément. Parce qu'ils ont envie de vendre leur voiture. Et ils vont pas tout te dire si tu leur dis que t'es le petit français qui va ramener la voiture d'Allemagne en France. Ils savent qu'ils verront plus jamais le véhicule, donc ils vont vraiment pas tout te dire. Donc fais photos des trains roulants. Ça c'est vraiment le top du top. Tu demandes des photos des trains roulants. Au moins tu peux te rendre compte, parce qu'il y a plusieurs différences de matériaux dessous, de métaux. Et du coup tu peux voir plus ou moins si le châssis est rouillé ou pas, quoi. Alors, acheter une voiture en Allemagne, en Italie, pas de problème. Tu achètes ta voiture, tu montes la chercher, tu la payes. Même monnaie, donc tu peux faire un virement instantané si ta banque le permet par exemple, ou si c'est un petit budget monté en espèces, tu n'auras pas de problème de transfert d'argent vu que c'est de l'euro. Ça c'est l'avantage. Comment ça va se passer après pour ton import? Bon ben là tu pars en avion, tu vas chercher ta voiture, tu rentres avec par la route. Là tu peux te le permettre. L'immatriculation, c'est pas compliqué. Vraiment c'est pas compliqué une voiture qui est en Allemagne ou en Italie. Il faut vraiment pas stresser pour ça. La différence c'est que déjà, il faut savoir que si tu achètes ta voiture en Allemagne, il faut se mettre d'accord avec le vendeur pour acheter des plaques provisoires. Parce que quand tu achètes une voiture en Allemagne ou en Italie, les plaques appartiennent à l'État. Elles n'appartiennent pas au propriétaire ou à la voiture comme chez nous. Elles appartiennent à l'État. Donc c'est-à-dire que si la personne vend sa voiture, elle doit garder les plaques et les renvoyer à l'État. Donc la voiture se retrouve sans plaque, donc tu peux pas rouler. Donc soit tu fais, avant de partir, 2 plaques provisoires à ton nom WW, que tu vas faire chez un professionnel en France, tu peux, oui, sortir du territoire avec et ramener la voiture. Depuis peu, ils ont autorisé justement la sortie du territoire
en WW. Ça, c'est pratique. Donc, admettons que tu aies fait cette solution. Tu montes chercher ta voiture, tu poses tes WW dessus et tu reprends la route. Tu arrives en France, tu veux faire ta carte grise. Donc, tu as tes papiers allemands et ta plaque française avec ton certif provisoire. Ça t'a servi juste à rentrer et à rouler pendant 4 mois. C'est valable 4 mois. On appelle ça le CPI, certificat provisoire d'immatriculation. Donc après, pour faire ta carte grise, tu vas avoir besoin d'un quitus fiscal. Comment? J'ai pas compris. Quitus fiscal. C'est pas compliqué. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis déplacé au centre des impôts avec tous mes papiers, certificat de vente allemand, la facture parce que je l'avais acheté chez un professionnel, ta pièce d'identité, 2-3 paplards, c'est listé sur le site du gouvernement. Tu tapes sur Google comment obtenir un quitus fiscal, il te donne la liste de ce que tu as besoin. Donc tu y vas et il te donne un quitus fiscal qui en gros, le papier te dit que la TVA a été payée. Parce que quand tu as acheté ton véhicule chez le professionnel, tu lui as payé la TVA, logique, en Allemagne, donc tu vas pas la repayer une deuxième fois en France, faut pas non plus déconner. Donc ce papier te dit en gros, c'est bon, la TVA a bien été payée en Allemagne, il n'y a pas de problème. Et pour les véhicules d'occasion, ça ne s'applique pas, il n'y a pas de TVA à payer, donc du coup, pas de problème non plus. En gros, la TVA va s'appliquer, en fait la TVA, tu vas la payer en Allemagne que si le véhicule a moins de 6 mois et moins de 6000 km. Au-delà de 6000 km et de 6 mois, il est considéré comme véhicule d'occasion, donc pas de TVA à payer. Donc ça, c'est vraiment valable pour les véhicules que tu achètes neufs ou fraîche occasion, comme j'appelle ça, 3000, 4000 km, 3 mois en Allemagne. Là, tu vas devoir payer et la TVA en Allemagne et la TVA en France. Donc, il faut vraiment que tu fasses une bonne affaire. On en revient à tes papiers. Donc, tu as le quitus fiscal. Très bien. C'est pas fini. Il faut que la voiture ait passé un contrôle technique français. Jusque-là, c'est pareil qu'en France. Il faut que le CT ait moins de 6 mois. C'est valable pour les voitures occasion françaises. Le justificatif de domicile, la pièce d'identité, l'assurance, voilà. Tout ça, c'est comme en France, ça change pas. Le deuxième papier qu'il te faut en plus d'une immatriculation française, c'est le COC, le certificat de conformité européen. Alors ça, c'est quoi? C'est un simple papier que tu vas demander au constructeur de la voiture, soit sur Internet, soit au constructeur directement en concession. C'est un papier en fait qui va t'envoyer, pas tout de suite par contre, faut vraiment le demander le plus tôt possible parce que certains constructeurs mettent un peu de temps pour te l'envoyer, qui en gros va dire que ta voiture est sortie en Europe et qu'elle correspond à toutes les normes en fait européennes et que en gros tu peux rouler avec, il n'y a pas de problème. Et c'est ça justement que tu n'as pas quand tu achètes une voiture américaine ou japonaise, puisque tu es hors Europe, donc tu ne peux pas avoir de certificat de conformité européen. Le COC, en gros, c'est comme l'homologation à 4000 balles, sauf que tu n'as rien à faire, à part demander le papier. Ça, attention, c'est si ta voiture est sortie en Europe. Si tu achètes, faut savoir ça, parce que j'ai déjà eu le cas. Si tu achètes une Mustang, par exemple, je parle pour les versions de 2005, 2010, 2014, pas les dernières. Si tu achètes donc une Mustang plaquée allemande, et que tu crois la faire venir en France, et du coup pouvoir rouler avec en faisant une simple carte grise, non, parce que c'est une voiture à la base qui n'est pas sortie en France et en Europe. Donc tu te tapes l'homologation complète. C'est pas parce que ta caisse, elle a été plaquée UK, suisse, allemande, italienne, que tu peux l'homologuer comme ça en France. Pas du tout. Et il faut faire attention, beaucoup de voitures sont vendues en Allemagne et en Italie, principalement en Allemagne, des modèles US, des séries 7 US, des C63 MG US. Ça marche pas. Tu vas devoir obtenir un certificat de conformité partiel. Donc tu vas devoir quand même te taper une petite homologation. C'est pas juste le COC qui coûte en général, oui, parce que le COC tu le payes, le quitus fiscal, pardon, c'est gratuit, mais le COC tu le payes. Ça va de 60 € à 250 €. Par exemple, chez Mercedes, je crois il est à 200 €, un truc comme ça. Donc ouais, ça, c'est à inclure aussi dans ta carte grise. Donc voilà, faut partir du principe qu'un véhicule, numéro de série européen, véhicule qui est sorti en Europe, pas de problème. Un COC, un quitus est homologue. Un véhicule qui n'est pas sorti en Europe, là, tu te lances dans une homologation partielle ou complète. Alors, c'est pas fini, parce qu'il reste maintenant les particularités à savoir. Si tu achètes un véhicule en Suisse, tu pourrais te dire... c'est l'Europe ou quoi? Non, non, la Suisse ne fait pas partie de l'Europe. Ils ont leur monnaie, ils font pas partie de l'Europe. Donc, si tu achètes un véhicule en Suisse, tu... Non mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose, mais... te tapes la TVA. Et oui, parce que c'est pas un véhicule européen, donc du coup tu casques. Et c'est pour ça que beaucoup de véhicules suisses sont beaucoup moins chers qu'en Europe, parce que du coup, il y a cette TVA à payer, ils sont dans leur propre système, et c'est pareil, hein, tu vas chercher avec tes plaques provisoires toi-même, hein. Il n'y a pas de plaques suisses qui reviennent en France. Je crois que la Belgique, oui, la Belgique, tu peux revenir avec les plaques belges, parce qu'on avait acheté une 350Z en Belgique, et elle était revenue avec ses plaques belges, mais la Suisse, par exemple, c'est tes propres plaques, hein.
Donc il faut bien se renseigner sur aussi quel pays je vais acheter ma voiture. Est-ce que j'y vais avec les plaques ou je rentre avec celle de la voiture? Ça, c'est important de le savoir. Si tu peux pas rentrer avec les plaques du véhicule, il faut savoir que la préfecture locale du canton te donnera des plaques provisoires quoi qu'il arrive. Hein. Allemagne, plaque provisoire, Italie aussi, Monaco. Tu peux avoir des plaques provisoires, c'est pas le problème, mais c'est que tu les payes. En France, c'est un cheval fiscal, le WW, valable 4 mois. En Allemagne, par exemple, une plaque provisoire pour sortir de l'Europe pour 10 jours, assurance incluse, parce que les plaques ont des assurances en fait inclus au tiers, hein, attention, mais les plaques sont assurées et du coup assurent le véhicule. Sur les plaques allemandes, dizaines de jours, je crois que de mémoire, on est à 150-200 €, quand un WW provisoire avec ta propre assurance, c'est 50 balles, un cheval fiscal, quoi. Et la Suisse, c'est vraiment particulier, parce que quand tu arrives aux douanes suisses, tu dois demander un certificat d'exportation du véhicule. Quand tu arrives aux douanes françaises, tu dois demander un autre formulaire du coup pour t'acquitter de la TVA. Il faut que tu aies la facture du professionnel si tu l'as acheté à un pro pour que du coup la douane puisse te calculer et te facturer la TVA à payer. Et surtout, un papier d'un particulier si tu l'as acheté à un particulier avec le prix d'achat. Parce que si c'est pas le cas, ils se basent sur la cote du véhicule et ils te mettent 20% de la cote. Donc si tu as acheté, je sais pas moi, un véhicule avec des problèmes et que le mec te l'a fait moins cher, ils s'en foutent. Ils regardent la cote, ça vaut 20 000 balles, ok, on facture 20% de 20 000 balles. Alors que tu l'as peut-être payé 10 000 € ta voiture, tu vois. Ça, faut faire attention. Alors pourquoi les véhicules sont moins chers aussi en Suisse? Parce que nous, Français, au final, on se plaint sur certaines choses, mais honnêtement, on n'est pas à plaindre pour les grosses voitures. Bon, enfin, sauf depuis quelques temps, les cartes grises à 30 000 €, ça je vous l'accorde. C'est un délire, mais n'importe quoi. Payer 30 000 balles une carte grise. Bref, c'est un autre sujet ça. Je vais pas m'étendre dessus parce que je trouve ça complètement absurde. Mais en gros, en Suisse, ils payent leur carte grise. Le seul problème, c'est qu'ils la payent tous les ans. Donc, quand tu as une voiture, par exemple, une Civic Type R 2015, FK2 de mémoire, il faut compter à peu près 2000-2500 € la carte grise. Tu la payes, tu es propriétaire de la voiture, et dans un an, tu as le rappel, 2500 balles. Et tous les ans, et tous les ans, et tous les ans. T'imagines, une Civic Type R EP3 de 2001, par exemple, si je me trompe pas, je crois que c'était 6 ou 800 balles la carte grise. Tous les ans. Alors que chez nous, tu la payes 400 €, un truc comme ça, et tu ne la payes plus après. Tu ne payes plus rien. La carte grise, ok, pour un C63 par exemple, ça va être 3000 balles. C'est beaucoup. Mais en Suisse, ça doit être 6 ou 7000 balles, et c'est tous les ans. Alors que chez nous, tu la payes 3000 balles. Et après, c'est bon. T'as fini. T'as juste un petit rappel de taxes tous les ans à 150 balles de mémoire. Ils se font un peu ouvrir en deux sur ça, tu vois, par exemple. Donc voilà, j'espère que j'ai fait le tour, du coup, de toutes les importations, que ce soit des États-Unis, de Dubaï, du Japon, de l'Europe. Et faites très 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 attention en achetant une voiture à l'étranger, de tout checker, la mécanique, les papiers, que tout soit bon, qu'il n'y ait pas de flou sur les papiers. Il y a des sites qui proposent de vérifier si la voiture n'est pas volée. Vérifiez-le, parce qu'il y a eu énormément de cas de voitures qui ont été volées dans le pays et en vente sur les sites français, du coup. Sauf que du coup, la voiture était volée. Donc faites très 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 attention à ça aussi. Disons que si ça t'arrive, ta vie peut devenir un cauchemar. Donc j'espère avoir répondu à pas mal de vos questions concernant les imports de voitures. Armez-vous de patience, apprêtez-vous à lâcher de l'argent si vous faites des imports hors Europe. Mais bon, après, vous avez la satisfaction d'avoir votre bagnole cool quoi, voilà. Et avant de quitter la vidéo, dites-moi en bas dans les commentaires si vous avez acheté déjà une voiture à l'étranger et comment ça s'est passé. Comme ça laissera des avis supplémentaires aux gens qui regardent cette vidéo. Sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo et j'espère que ce sujet vous aura intéressé. Allez, salut!